Notre histoire commence avec notre héros, Fu, qui vient de rentrer en Chine. Nous apprenons qu'il est vice-ministre et l'homme d'affaires le plus riche du pays, Mashallah. Que Dieu augmente et bénisse sa fortune. À son arrivée, 4 hommes, tous plus séduisants les uns que les autres, l'accueillent. Nous découvrons alors qu'ils forment, avec lui, un groupe de 5 frères. Leur objectif, à présent, est de retrouver la fille de leur sœur, qui a disparu. Par ailleurs, dans un autre lieu, nous rencontrons notre héroïne, Jian, assise auprès de sa mère, hospitalisée. Soudain, la propriétaire de la maison où elle travaille fait irruption et la réprimande. En effet, Jian a négligé son travail depuis un certain temps pour rester à l'hôpital. Jian la supplie de lui avancer 50 000 pour l'opération de sa mère. Mais cette femme cruelle, profitant du fait que Jian a mal à l'oreille et porte un appareil auditif, arrache cet appareil pour la punir, disant « Comment oses-tu demander une telle somme ?» Ensuite, elle l'emmène chez elle. Là-bas, Jian découvre une vérité choquante. Son petit ami, ce vaurien, l'a abandonné pour s'unir à Fei, la fille de la propriétaire, qui est enceinte de lui. Lorsqu'elle hausse le ton, la propriétaire la gifle, déclarant « On a mal à la tête ». Comme à son habitude, elle l'attrape par les oreilles, lui annonçant qu'elle ne lui donnera pas d'argent et ne l'emploiera plus. La raison ? Un homme a proposé une grosse somme pour épouser Jian. Quand notre héroïne proteste, la propriétaire réplique « Peu importe, personne ne t'a demandé ton avis. Tu l'épouseras, point final. » Car, en réalité, ce sont elles qui empocheront tout l'argent, ne laissant à Jian que des miettes. Pendant ce temps, son ex-petit ami décide d'organiser son mariage avec Fei le même jour, aux frais de cet homme riche, pour économiser. Tandis que notre pauvre héroïne est manipulée par ces scorpions qui réfléchissent déjà à comment dépenser l'argent. Peu après, Fei et son fiancé, qui rechignent à dépenser pour Jian, se moquent d'elle, disant qu'ils vont profiter de l'argent sans le gaspiller. Fei, perfide, se rend à l'hôpital, débranche le respirateur, et la mère de Jian décède. Non contente de cela, elle remarque un collier que Jian portait, le juge précieux et le vole. Le lendemain, c'est le jour du mariage. Nous voyons Jian, qui refuse de s'y rendre. Mais la propriétaire, cette femme tyrannique, l'attrape par la nuque, la force à monter dans la voiture, et elle passe devant un riche homme d'affaires nommé Lu. Nous apprenons que Lu était venu rencontrer la propriétaire, mais il ne connaît pas son visage. Ainsi, lorsqu'il frappe à sa porte, personne ne répond. Soudain, un voisin les informe qu'il y a un mariage et leur donne l'adresse de la salle. D'un autre côté, Fu apprend de son secrétaire que sa nièce a été retrouvée et qu'elle se marie aujourd'hui même. En un instant, il contacte les 4 autres hommes, leur ordonnant de se préparer. À la salle, nous voyons Fei, censée être élégante, mais qui ressemble à une sorcière maléfique. Tandis que Jian, la pauvre, pleure, bien sûr. Et pour cause, son futur mari a 20 ans de plus qu'elle. Évidemment, les invités s'étonnent. Comment peut-elle épouser un homme aussi âgé ? Brusquement, la propriétaire reçoit un appel et apprend que la mère de Jian est morte. Naturellement, Jian, bouleversée, veut courir rejoindre sa mère. Mais la propriétaire l'en empêche, disant « On a été payé, reste ici et termine ce mariage ». Jian sort de son silence, insultant la propriétaire, sa fille et le marié. Ce dernier, furieux, rétorque « Quoi ? Tu ne veux pas m'épouser de bonne grâce ? Eh bien, tu m'épouseras de force. » Il appelle la sécurité pour la retenir jusqu'à la fin de la cérémonie. Nous voyons alors son ex-petite amie la frapper, car elle s'est moquée de lui, disant qu'il ressemblait à un singe. Elle n'a pas tort, avec ses cheveux. Soudain, alors qu'il s'empare d'une bouteille et s'apprête à faire un geste irréparable, 2 des 5 hommes arrivent. Nous apprenons que celui en costume bleu marine est un ambassadeur, quelle prestance. Et celui en blanc, un médecin, un véritable gentleman. Inutile de préciser qu'ils ont beaucoup d'admiratrices, je vous en prie, ajoutez-moi à la liste. Quoi qu'il en soit, le marié les accueille, pensant qu'ils viennent pour affaires, car ils sont tous des hommes d'affaires comme lui. Mais il lui révèle qu'ils sont là pour leur nièce, la mariée. Il croit d'abord qu'il s'agit de Fei et lui apporte des cadeaux. L'un vaut 50 millions, un autre 60, un autre encore 10 000 millions. Pourquoi mes cousins ne font-ils jamais ça pour moi ? Fei, bien sûr, n'en croit pas ses yeux, pensant que tout cela est pour elle. Elle joue la comédie, prétendant être leur nièce. Il lui passe une bague de 500 millions au doigt, tandis que l'anneau de son fiancé ne vaut que 200 millions. Tout cet argent jeté par terre, mes amis. Ils annoncent qu'ils sont ses oncles maternels. Dès qu'ils prononcent le nom de leur sœur, Jian les interrompt, révélant que c'est le nom de sa mère. Donc, ce sont ses oncles à elle, pas ceux de Fei. Comme d'habitude, la propriétaire l'attrape par les oreilles, criant « Tais-toi, servante, espèce de vipère. Tu veux nous faire perdre cet argent ?» Elle tente de les convaincre que Jian est folle. Mais Jian ne se tait pas, elle leur montre une photo d'elle avec sa mère. À ce moment, 2 autres frères arrivent. Celui en costume marron est un acteur célèbre, quant à l'autre, à ses côtés, c'est un officier. Avec eux, nous sommes protégés. Les 4 hommes se réunissent, perplexes. Qui est leur véritable nièce ? Ils sortent alors les fragments du collier qu'ils possèdent et posent des questions à ce sujet. Fei, ravie, exhibe le collier qu'elle a volé la veille.
Il se taise, s'approche d'elle, l'accusant, Jian, d'être une manipulatrice, et appelle les gardes pour la retenir. Soudain, notre héros, fou, entre et lance. « Alors mes amis, avez-vous trouvé ma nièce ou pas encore ?» Il lui explique le dilemme, hésitant entre les deux filles. Il répond « C'est simple, rassemblons le collier, il nous dira la vérité. » Il commence à l'assembler avec elle. Lorsqu'elle le touche, les pièces ne s'emboîtent pas, révélant qu'elle ment. Fei, bien sûr, ne se tait pas. Elle jette le collier au loin pour empêcher l'héroïne de le récupérer, espérant qu'il croit toujours en elle. Mais Jian court après, le saisit, bien qu'elle se blesse gravement. Bravo! Fu se précipite vers elle, l'aide à se relever. Nous apprenons qu'autrefois, la mère de Jian avait divisé le collier en 6 parties. Elle en avait gardé une et donné les autres aux 5 hommes. Ce collier est censé s'assembler uniquement entre ses mains ou celles de ses descendants. Ainsi, lorsqu'il le place dans les mains de Jian, il s'assemble parfaitement. Fu s'exclame « C'est toi, la fille de notre sœur, notre trésor ». Il se rue sur Fei et son fiancé, leur arrachant la bague. Ils offrent tous les cadeaux à l'héroïne, disant « Tout ce que tu veux, nous 5 sommes à ton service, entre tes mains ». Fu se tourne alors vers ces gens méprisables, prêts à les éduquer. Il veut les envoyer tous en prison. Mais Jian l'arrête, préférant les punir à sa manière. Ainsi, elle demande que l'homme qui voulait l'épouser voie son commerce ruiné jusqu'à la faillite, que la propriétaire soit envoyée dans une maison de retraite pour apprendre les bonnes manières, car elle ne la supporte plus, que son ex-petite amie aille en prison pour apprendre le respect. Et, imaginez-vous, après tout cela, elle choisit de pardonner à Fei, sentant que ses actes étaient influencés par sa mère et qu'au fond, elle est une bonne personne. Soudain, Jian s'évanouit. Fu et les 5 hommes la portent et se précipitent pour l'emmener à l'hôpital. Pendant ce temps, Lu arrive enfin pour rencontrer la propriétaire. « Tu es toujours en retard, vieil homme. » Lorsqu'il entre, il trouve la propriétaire et sa fille en larmes, maudissant leur malchance et leur pauvreté. En voyant Lu, la propriétaire s'illumine. En effet, il est le 2e homme d'affaires le plus riche du pays, après le héros et ses frères. Nous apprenons que Lu était autrefois marié à une femme dont il s'est séparé, découvrant plus tard qu'il avait une fille, mais il ignore à quoi elle ressemble. La propriétaire éclate d'un rire machiavélique, car elle sait que Lu était marié à la mère de Jian, ce qui fait de Jian sa fille. Mais bien sûr, elle ne le lui dit pas. Elle ment, prétendant que Fei est sa fille. Naturellement, la petite vipère confirme les dires de sa mère, la grande scorpionne, et commence à jouer la comédie, s'exclamant « Calme-toi, ma sœur, calme-toi ». Le pauvre homme la croit, lui assurant que lui, son argent et ses milliards sont à son service. De l'autre côté, notre héroïne se rétablit, s'habille et est choyée par sa famille de beaux oncles dans leur maison somptueuse. Soudain, Fu entre, apportant pour elle seule une avalanche de cadeaux, innombrables. Préparez votre cœur, prenez un papier et un stylo, et comptez avec moi, mesdames. Cette villa, des chèques de millions de dollars, 10 voitures rien que pour elle, une carte noire illimitée avec 500 millions dedans. Oh, je vous en prie, apportez-moi vite une solution saline, je meurs ici. Comme nous sommes pauvres. Après tout cela, ses frères lui reprochent. Pourquoi être si radin? Ajoute encore, c'est la fille de notre sœur, notre Typicali, notre princesse chérie, nous devons la gâter davantage. Il répond, d'accord, je vais la combler. Il lui offre des vêtements des plus grands couturiers, des bracelets, des bijoux rares valant des milliards, et met à son nom 10 entreprises. Mon Dieu, voilà les oncles dont on rêve toute une vie. Après tout ce luxe extravagant que vous venez de voir, notre héroïne, qui a connu la pauvreté, leur dit « Je ne veux rien de tout ça. Non, ma chérie, c'est nous qui voulons. » Elle leur explique que ce qui compte pour elle, c'est qu'il soit à ses côtés. Elle joue le rôle de l'employé modèle et annonce à Fu qu'elle ne dirigera pas les entreprises, mais travaillera comme simple employé pour comprendre comment les choses fonctionnent. Il accepte. Pendant ce temps, Fei est installée dans sa nouvelle villa avec son père, qui l'informe qu'il a un projet important avec Fu et qu'elle doit l'épouser, car c'est la condition sine qua non pour conclure l'affaire. Fei, furieuse, se lamente. Le lendemain, nous voyons Jian, sur un vieux scooter, se rendant au travail, suivie par les 5 hommes qui veillent sur elle. Lorsqu'elle proteste et leur crie dessus, il s'excuse. « Pardon, nous sommes à tes ordres, notre princesse chérie. » Il la laisse partir seule. Fu, bien sûr, est contrarié disant « Elle aurait pu prendre une des 10 voitures que je lui ai offertes. » À son arrivée à l'entreprise, elle est choquée de voir Fei, élégante, descendant d'une voiture magnifique. Elle aussi vient travailler ici, sur ordre de son père, pour se rapprocher du héros. Inutile de préciser qu'elle insulte notre héroïne, lui lançant « Tu es pauvre et tu le resteras toute ta vie. » À ce moment, le directeur de l'entreprise attend la nouvelle employée. En effet, le héros lui a recommandé de bien la traiter. Il suppose que cette employée est la petite amie du héros et qu'il faut la choyer. Quand les 2 filles entrent, il pense que c'est fait. Il lui offre serment de loyauté et d'obéissance, disant « Nous sommes à vos ordres, madame. » Il commence à la gâter. Jian passe outre et va travailler.
Soudain, Fu l'appelle, lui demandant si elle est à l'aise, si elle a faim, car il pourrait lui apporter à manger lui-même. Mais le directeur la réprimande pour parler au téléphone, lui ordonnant d'aller chercher à manger pour Fei, qui se prélasse comme une reine, se faisant masser les épaules et les pieds. Notre pauvre héroïne, contrainte d'obéir, va chercher ce qu'on lui demande. À son retour, elle découvre que Fei a effacé tout son travail. Lorsqu'elle proteste, le directeur lui crie « Tais-toi, travaille !» Pendant ce temps, Fei, la vipère, dit au directeur « Calme-toi un peu avec elle ». Puis, elle jette un morceau de gâteau au visage de Jian. Cette dernière endure, va aux toilettes pour se nettoyer. Mais à peine a-t-elle fini qu'un employé, sur ordre de Fei, l'attrape et la trempe dans l'eau. Pendant ce temps, notre héros l'attend dehors pour la ramener chez elle. Sentant qu'elle tarde, il descend pour voir ce qui se passe. Jian est alors en piteux état, malmenée par Fei, qui la frappe à loisir, profitant de l'absence de témoins. Pire encore, elle lui marche sur les mains. Juste avant que Fei ne commette l'irréparable, notre héros intervient, la couvre de sa veste. Lorsqu'il voit ses mains et comprend que Fei est responsable, il ordonne à ses hommes de la retenir et la punit en lui faisant subir le même sort, exactement sur la même main. Il prend un stylo et le plante dans sa main. Elle hurle, il la jette dehors. Le secrétaire frappe le directeur et les employés, les chasse. Notre héros porte Jian, épuisée, pour la ramener chez elle. Fei, quant à elle, se rend à l'hôpital, furieuse, et apprend que c'est Fu qui lui a fait ça. Elle déclare qu'elle ne l'aime pas et ne l'épousera pas. Son père, enragé, promet de lui rendre justice et veut découvrir qui est responsable pour la traîner par les cheveux. Mais notre héros le rassure, il a déjà obtenu justice. De plus, il prépare une fête pour annoncer publiquement qu'elle est leur nièce, afin que personne n'ose plus lui faire de mal. Le lendemain, Jian marche, radieuse, repensant à la tendresse avec laquelle Fu l'a portée. Elle se reprend. « Mon Dieu, c'est mon oncle, comment puis-je penser ainsi ?» Soudain, elle le voit devant elle, visiblement souffrant. Elle court vers lui. En la voyant porter le collier, il s'étonne. En effet, sa femme, la mère de Jian, le portait autrefois. Il sent que quelque chose cloche, mais il n'a pas le temps de comprendre. Il s'évanouit. Elle l'emmène à l'hôpital. Lorsqu'il se réveille, il veut lui parler, mais son secrétaire l'informe qu'elle est partie, occupée. Il est déçu, ne sachant rien d'elle. Mais le secrétaire, perfide, lui dit qu'elle a laissé tomber son badge de travail et le lui remet. Dès que Fei entre, il le cache et la rassure sur son état. Elle sourit, pensant qu'il l'a élevée comme il le lui avait promis. Il sort son téléphone, appelle Fu devant elle, lui crie dessus, annonçant qu'il ne travaillera plus avec lui. Notre héros réplique, « Comme si j'avais besoin de l'argent de ton projet. Sais-tu à qui tu parles ? Je suis la Chine, mon garçon. » Ils se menacent mutuellement, promettant de ruiner les affaires de l'autre jusqu'à la faillite. La conversation s'achève avec notre héros qui raccroche au nez de Lu et le bloque. Le lendemain, notre héroïne se lève tôt, s'étire comme à son habitude. Elle voit Fu essuyer sa sueur. Elle est mal élevée, n'ayant jamais reçu la moindre éducation. Elle observe ses muscles. Sentant qu'elle faiblit, elle se couvre les yeux et court s'enfermer dans la première pièce qu'elle trouve. Par malchance, c'est la chambre de notre héros qui sort tout juste de la douche en serviette. Notre héroïne, incapable de se retenir, le fixe, hypnotisée par ses muscles. Gênée, elle veut poursuivre, mais ses oncles poussent soudain la porte. Elle trébuche, tombe sur le héros, attrape la serviette et la tire. La scène est exactement comme vous l'imaginez. À ce moment, j'ai crié, lui a sursauté, les hommes ont été gênés. Quant à notre héroïne, dans une situation peu enviable, elle se couvre les yeux à la hâte, sort en trombe, s'accrochant à un coussin, morte de honte. Que peut faire notre pauvre héros, cet homme au corps plus doux que nos rêves? Ses oncles la rassurent, ce n'est rien, tu es des nôtres, de quoi as-tu honte? Peu après, notre héros sort, impeccablement vêtu, tenant fermement son costume pour qu'elle ne le tire pas encore. Il leur annonce qu'il part travailler. Elle reste assise, cachant son visage dans le coussin, incapable de croiser son regard. Ses oncles insistent, c'est normal, il doit être ravi. Je commence à m'inquiéter pour cette famille. Sentant qu'ils vont trop loin, ils se taisent pour ne pas l'embarrasser davantage. Ils lui suggèrent d'aller faire du shopping pour se changer les idées et d'acheter un cadeau pour l'anniversaire imminent du héros. Elle suit leurs conseils et se rend dans une boutique de luxe où le sac le moins cher coûte 40 000. Heureusement, je ne fréquente pas ces endroits pour ma santé. Quoi qu'il en soit, la vendeuse, jugeant son allure et ses vêtements, pense qu'elle est une paysanne pauvre cherchant quelque chose à 4 000. Elle est choquée, mais lui montre un pins au prix qu'elle demande. Par hasard, Lu passe devant la boutique et décide d'acheter ce pins pour l'offrir à notre héroïne, en remerciement de l'avoir sauvée, sans savoir qu'elle est à l'intérieur ni la voir. La vendeuse l'accueille, mais en le voyant, elle pense qu'il est un mendiant pauvre. Il ment, disant que son secrétaire est son fils et qu'il cherche une belle cravate pour un entretien, dans les 4 000. La vendeuse s'écrie. « Nous n'avons rien à ce prix, vieillard. Prenez votre fils et partez. » Il insiste. « Cherchez, j'ai entendu que cette boutique vend des choses bon marché. »
Elle le repousse, « Dégage pauvre type, nous n'avons rien pour toi ». Quand notre héroïne intervient et la réprimande, la vendeuse la chasse aussi. Quelle langue de vipère! Notre héroïne est stupéfaite en voyant Lu, qui la remercie et lui rend son badge. Elle bombe le torse, annonçant qu'elle achètera pour son fils la cravate la plus chère du magasin. La vendeuse réplique, « La plus chère coûte 400 000 ». Jian est frappé d'un choc monumental, hésitant à dépenser autant. Mais pour donner une leçon à cette vendeuse insolente, elle sort sa carte noire illimitée. Voilà, c'est ça. Montre-leur, dépense quelques milliards, fais-toi plaisir. La vendeuse est frappée d'un choc encore plus grand. En effet, seule l'élite du pays possède cette carte. Elle obéit, va chercher la cravate. Lu remercie, disant qu'il n'y a pas besoin de payer, mais la vendeuse lui crie « Tais-toi, pauvre mendiant. Laisse-la payer, ça nous arrange. Tu crois qu'elle est une clocharde comme toi ?» Soudain, le directeur entre, « Salut Lu, bienvenue monsieur. » Il se tourne vers la vendeuse, lui assène une gifle retentissante, révélant que Lu est le propriétaire du magasin. Cette vendeuse est en réalité la nièce du directeur, employée par Piston. Quand Lu l'apprend, elle bafouille. « Non, monsieur, je suis une patate sous vos pieds, vous êtes le meilleur homme de la planète. » Il se tourne vers notre héroïne, lui disant qu'elle peut prendre ce qu'elle veut sans payer. Mais Jian insiste pour acheter le pins. Il l'invite à déjeuner pour la remercier, mais elle décline, occupée. Ils échangent leurs numéros pour rester en contact. Nous voyons Fei, dehors, qui les espionne, furieuse, déterminée à éloigner Jian de Lu pour qu'il ne découvre pas qu'elle est sa vraie fille. De l'autre côté, le secrétaire de notre héros informe ce dernier que Lu met ses menaces à exécution, faisant chuter leurs actions. Mais Fu est ailleurs, préoccupé par Jian. Il appelle un de ses frères pour prendre de ses nouvelles. On lui dit qu'elle est sortie ce matin pour lui acheter un cadeau et n'est pas encore rentrée. Inquiet, il part à sa recherche. À ce moment, Jian rentre, mais sans qu'on la suie. Avant que son agresseur ne la frappe, elle esquive. C'était un homme envoyé par Fei pour l'éliminer. Jian est terrifié, mais notre héros, tel un lion courageux, surgit, neutralise l'assaillant. Comme dans un film indien, lorsqu'il l'aide à se relever, elle trébuche et tombe dans ses bras, incapable de marcher. Il la porte. Après leur départ, Fei arrive, furieuse que son plan ait échoué, mais trouve le collier de Jian et le prend. Pendant ce temps, notre héros installe Jian sur une chaise, lui apporte des médicaments, soigne ses pieds et la rassure. Tant qu'il est là avec ses frères, personne ne lui fera de mal. Jian sourit, lui offre le cadeau qu'elle a acheté. Il l'adore,